Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Regard panafricain. C'est un plaisir de vous retrouver sur nos différentes plateformes For You Media Africa, Facebook et YouTube, mais également notre chaîne de radio 96.3 FM For You Radio. Emmanuel Macron, attendu en Afrique, notamment au Gabon, en République démocratique du Congo, mais également au Congo-Brazzaville, déclare dans son discours de présentation de ce qu'il appelle la nouvelle politique ou alors la nouvelle stratégie africaine. La classe politique malienne a échoué à redresser son pays. Que veut dire cette déclaration? Est-ce une provocation? L'on tentera de répondre à cette question, bien sûr, dans le cadre de cette émission Regard panafricain, mais également une autre interrogation qui passera sous le regard d'un invité pas des moindres, c'est le maintien des bases militaires sous forme partenariale. Est-ce donc une diversion lorsqu'on sait que les coopérations militaires entre la France et plusieurs pays africains ont déjà été suspendues depuis quelques mois, ou encore en 2021 pour citer par exemple la République centrafricaine? Tout ceci, on en parle avec notre invité, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas des moindres, le président Bandakani est avec nous. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Madame Bégoudé, bonsoir aux techniciens, bonsoir à tous les physio, audio téléspectateurs qui sont attachés à notre émission Regard panafricain. C'est un plaisir pour moi d'être invité. Et c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir dans ce studio. Eh bien, le Regard panafricain de Bandakani, c'est tout de suite après cette courte transition. Président Bandakani, on essaye de revenir sur quelques paroles du président Emmanuel Macron dans son discours. Je m'en vais situer légèrement cette déclaration qui disait que la politique malienne, ou alors la classe politique malienne, a complètement échoué sur le plan politique dans son pays. Il déclare: ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seule des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Nous avons malgré nous assumer une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame d'un rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui nous, que si nous n'y prenons garde, pourrait se reproduire ailleurs. Président Bandakani, comment analyser ces paroles d'Emmanuel Macron? Bon, c'est pas un événement. Il est ce qu'il est. Un petit colon qui a des ambitions dont il n'a pas les moyens. Dans son discours, il le reconnaît lui-même. Et qui est en situation de fugitif. C'est un fugitif. Comment cela? Un fugitif, c'est quelqu'un qui s'est évadé d'une prison, par exemple. Et quand on le cherche, on dit c'est un fugitif. Un évadé fugitif. Vous savez, quand vous êtes dans sa situation en France, là, c'est très compliqué. Oui. Il est très rejeté en France. Il n'a jamais été élu. Il a perdu les élections législatives. Et il a dans la rue tous les Français, pratiquement dans la rue, qui rejettent sa réforme. Bon, c'est qu'il appelle réforme. Et ce n'est pas un rejet subi. Depuis qu'il est président, les Français ne font que le rejeter. Je peux rappeler ici la séquence des Gilets jaunes. Oui. Donc vous voyez très bien qu'un type comme ça, il lui reste quoi pour essayer de jouer à quelqu'un qui a une envergure, il lui reste quoi? Eh bien, taper sur les Africains comme d'habitude. Venir bavarder sur les Africains et en passant, se décharger, se défouler sur le Mali. Sur le Mali. Donc, quelqu'un qui lui-même n'est pas capable de gérer son pays à tous les niveaux. Quelqu'un qui lui-même, quand il sort des mails de tout son long, de l'agriculture, surdadé, il a peur de qui? Pourquoi il y avait un tel déploiement de sécurité? Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, voilà quelqu'un qui n'arrive pas à gérer son pays, mais qui donne des leçons, n'est-ce pas, au Mali. N'est-ce pas, parce qu'il veut toujours masquer l'un des plus grands échecs de l'histoire de la France. Vous avez construit une ville militaire à l'étranger.
Quand c'est une ville militaire, près de 5500 personnes déployées. C'est toute une ville militaire. Après, vous venez dire que non, on n'avait pas, c'était pas notre responsabilité seule. Alors que tous les documents sérieux démontrent que c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui le financez, c'est vous qui le protégez. Comme l'a démontré, n'est-ce pas, le rôle de la France à l'ONU, au Conseil de sécurité, pour empêcher, n'est-ce pas, qu'on ouvre, n'est-ce pas, le dossier que le Mali a mis sur la table. Donc, c'est ça. Deuxièmement, bon, ce monsieur est digne d'être écouté. C'est parce qu'on a des obligations pédagogiques et politiques qu'on vient s'asseoir pour parler de ces messieurs. Tous les hommes politiques français, vous prenez Dupont-Aignan, vous prenez Philippot, vous prenez Wauquiez, Laurent Wauquiez, qui sont des hommes politiques français de premier plan. Laurent Wauquiez dit de lui, c'est un désert d'âme, il n'a pas d'âme. Vous savez ce que ça veut dire, un homme qui n'a pas d'âme? Vous savez ce que ça veut dire? Ben, ce ne sont pas les panafricanistes qui le disent. C'est Laurent Wauquiez, c'est un homme politique français de premier plan. Il dit qu'il n'a pas d'âme. Et le comportement de ce type montre qu'il n'a pas d'âme. Vous prenez Christian Philippot, il dit que c'est un fou, il l'appelle fou. Fou aliéné, c'est le mot qu'il utilise. Fou aliéné. Ce sont ces mots. Et M. Philippot n'est pas un va-t-en-guerre. Non, c'est un homme politique français de premier plan. C'est pas moi qui parle, c'est pas nous qui parlons. Oui. Voilà. Et Dupont-Aignan l'appelle fou. Inconscient. Donc, vous voyez qu'une bonne partie de la classe politique française décrit ce monsieur comme étant quelqu'un qui ne mérite aucune considération. Qui est à la tête de la France par putsch civil. C'est une usurpation. Parce que les réseaux mondialistes, dont les Rothschild, les réseaux financiers, l'ont placé là-bas. Et ce comportement, on le montre tous les jours. Depuis qu'il est là, regardez, n'est-ce pas, la situation interne à la France. Regardez comment les Français sont maltraités, comment les Français sont brûmés, n'est-ce pas, par sa politique. Que ce soit du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue culturel. Même au niveau de la mémoire de l'histoire de la France. C'est à cause de lui que Marine Le Pen gagne des points tous les jours. Donc vous voyez un monsieur comme ça qui ose, n'est-ce pas, venir parler du Mali. Donc on est dans une agression. C'est l'agression permanente. Monsieur Macron passe le temps à... Non, il agresse. Une provocation, c'est moins... C'est amoindri. C'est doux, vous êtes une femme, vous êtes douce. Mais il faut dire les choses comme elles sont. C'est de l'agression permanente. Il passe son temps à agresser les Africains. Parce qu'il n'a pas d'âme. Parce qu'il n'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter. Parce qu'il est un objet dans les mains de ses patrons. Et il a donc beaucoup de crises mentales qui l'amènent constamment à agresser les Africains. Donc c'est l'analyse qu'on peut faire dans un premier jet de la partie du discours que vous avez prise. Moi, j'aurais aimé analyser tout le discours dans son ensemble. Bien sûr, on le fera. Tout à fait. Parce que justement, dans la suite de ces propos... Mais les Maliens vont le répondre. Les Maliens savent le répondre. S'ils veulent le faire, parce que... S'ils décident d'accorder de l'importance à cette déclaration. Ils ont très vite compris que ce n'est pas quelqu'un il ne vaut rien. Il ne faut pas lui accorder de l'importance. Dans la suite de son discours, président Bandakani, le président français déclare que c'est par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution que la France devient le bouc émissaire de l'Afrique. Oui, et surtout des pays, lorsqu'il le dit, il parle bien sûr des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et puis certains pays de l'Afrique centrale, citons donc la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, et puis d'autres pays également. Mais vous n'allez pas demander à M. Macron de clamer, de se faire harakiri, de confesser lui-même qu'il n'est pas à sa place. C'est le champion, le bouc émissaire. Est-ce que M. Macron a une parole? Est-ce qu'il a une parole? Combien de fois a-t-il menti aux Français? Et pas qu'aux Français. Dans combien de... Non, je pense de quoi de la France. Dans combien de scandales se trouve-t-il en France? Des scandales graves. Il n'est pas encore interpellé parce qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire en France. Contrairement à ce que les Africains croient, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je suis en train de lire un livre d'un juge français qui dit « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays ». Il fait un réquisitoire implacable de la justice française. C'est plus grave qu'un pays du tiers-monde. Ce document, je suis en train de le lire. Ben, je le savais déjà depuis. Donc, c'est très grave. Donc, il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. Sa parole ne vaut pas parce que lui-même, il ne vaut pas. Il ne vaut pas. Comment voulez-vous qu'on considère quelqu'un qui a décidé de tuer des Français en imposant un vaccin, en imposant un faux vaccin, sur la base d'une fausse pandémie, et qui a mis la France sur état d'urgence pour vendre les vaccins
lui et sa complice de l'Union européenne, la plus corrompue du monde, avec un Parlement européen corrompu. Donc, comment voulez-vous qu'on considère une pareille personne qui a une telle mentalité? Donc, il vit dans le mensonge, il vit dans le déni, parce que son univers n'est plus humain, contrairement à ce qu'il pense. Quelqu'un qui vous impose aux gens un faux vaccin. Aujourd'hui, les conséquences sont terribles. C'est la politique de l'omerta et de l'omerta qui faut pour bloquer des vérités qui sortent au fur et à mesure sur la post-mortalité Covid qui est gravissime en France. Gravissime en France. Ils sont allés jusqu'à vacciner les enfants. Mettre cette saleté, ce poison sur des enfants. Donc, si vous prenez seulement cet exemple-là, mais voilà celui qui ose parler aux Africains, qui fait des discours. Est-ce qu'il est encore dans le registre? Est-ce qu'il est encore un humain? Parce qu'un humain ne traite pas ses semblables comme ça. Un humain ne dicte pas aux gens un faux vaccin. Alors maintenant, d'ailleurs, il continue dans son discours, il continue à parler des vaccins. Alors que le monde entier aujourd'hui, même les animaux sont conscients que c'était une fausse pandémie et que ce vaccin-là n'était pas un vaccin. Et même les animaux sont conscients de ça. Mais il continue à s'entêter. C'est un tueur. Quand les vérités vont sortir, sa place, c'est sur une chaise électrique. Bon, président Nakani, on va revenir pour revenir sur l'Afrique et le discours d'Emmanuel Macron. Quelqu'un qui passe le temps à nous agresser mérite également d'être agressé. Ne me demandez pas d'être poli. Oui, c'est très poli. Je dis que la vérité. Je dis qu'il mériterait une chaise électrique. C'est le poteau électrique parce que vous connaissez combien de Français ont été tués à partir de ce faux vaccin. Et des Africains aussi. Je ne parle même pas des Africains parce qu'ils s'en vantent même encore. Comment est-ce qu'il a fait? Il a œuvré pour que les vaccins arrivent en Afrique. Heureusement qu'en Afrique... Il fabriquait des vaccins en Afrique du Sud. Heureusement que les Africains, pour la plupart, n'est-ce pas, n'ont pas cédé à cette pression. Et bon, le virus lui-même, le faux virus, quand il vient en Afrique, il rentre chez lui, il fuit. Parce qu'il sait bien qu'il n'est pas le bienvenu ici. Se servir donc de ce qu'il appelle aujourd'hui rejet pour déclarer que la France devient le bouc émissaire idéal. C'est vrai d'ailleurs que c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron le rappelle. Il a toujours estimé que la France était accusée à tort de tous les maux d'ailleurs. Et puis ce n'est pas tout dans son discours. Emmanuel Macron a déclaré vouloir bâtir une nouvelle relation équilibrée et responsable. Avant d'arriver peut-être sur le pan militaire que nous devons aborder bien sûr dans cette émission, rappeler que lorsqu'il parle de cette nouvelle relation équilibrée et responsable, il met plusieurs choses à l'intérieur. Il déclare par exemple qu'il a ces dernières années avec les différents gouvernants français essayé de mettre sur pied un axe euro-africain. Président Bandakani, qu'est-ce qu'il appelle axe euro-africain? Pour tout le monde, ça semble ne pas exister. C'est une version du mondialisme. C'est une version d'une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, d'une volonté de rebondir en Afrique, alors que l'Amérique vient de signer la recolonisation de l'Europe. Le problème est là. Il y a cette dimension que vous voyez. Voilà des gens qui ne sont pas en mesure de se défendre chez eux. Voilà un monsieur et ses complices allemands et consorts qui ne sont pas en mesure de se défendre contre le colon américain, qui pose des actes de guerre en Europe. Je voudrais vous rappeler le sabotage des oléoducs Nord Stream. C'est établi que ce sont les Américains qui l'ont fait. Le président américain l'avait même dit avant qu'il va le faire. Vous voyez, voilà des pays qui veulent nous libérer. Voilà un président qui nous parle de liberté, qui n'est même pas en mesure de se prononcer sur un sabotage qui a porté un préjudice grave à la France, parce que la France est actionnaire de l'entreprise qui gérait, l'entreprise qui était propriétaire de ces oléoducs. Il n'arrive même pas à parler. Et il vous propose un axe euro-africain. C'est-à-dire que, comme d'habitude, quand ils sont battus partout, c'est en Afrique qu'ils viennent se réfugier, c'est en Afrique qu'ils viennent trouver des forces. Et en nous insultant et en disant n'importe quoi. Donc, l'axe européen, c'est du n'importe quoi. C'est un rhabillage des vieux mécanismes de colonisation, pur et simple. C'est la continuité coloniale déguisée, n'est-ce pas, sous des masques, n'est-ce pas, bien repeints, n'est-ce pas, à la couleur de la saison. Quand vous lisez ça, il vous parle d'un nouveau partenariat sud-nord, des bêtises comme ça, qui n'ont aucun sens. Donc, il veut nous aider à avoir du financement. Voilà. Il veut amener le FMI à nous donner des droits de tirage spéciaux, des choses comme ça. Donc, une nouvelle philanthropie, n'est-ce pas, au XXIe siècle, d'un monsieur très gentil, qui nous aime beaucoup,
plus que les Européens, plus que les Français. Il n'arrive pas à défendre ses intérêts européens. Mais il nous aime tellement beaucoup qu'il va nous faciliter des financements. N'importe quoi. Il a d'ailleurs annoncé 40 millions d'euros à oui, disposition des ambassades de France dans les pays d'Afrique francophone. Ça fait rire. Les fameux fonds, pour faire quoi? Tout à l'heure, je reviendrai. Les fameux fonds, n'est-ce pas, de près de 700 millions d'euros pour financer des infrastructures. Parce que c'est la dorsale de ce fameux partenariat, ou partenariat Nord-Sud, qui pour lui doit servir, n'est-ce pas, à éviter l'éclatement du monde, c'est-à-dire à éviter que, n'est-ce pas, les Africains cèdent à ce qu'il appelle le double standard. C'est-à-dire, par exemple, dans la lecture qu'on fait des événements, par exemple, en Ukraine, il dit qu'il faut, pour combler ça, pour éviter ça, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait ce partenariat Nord-Sud dont la France est devant avec l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle l'axe euro-européen, euro-africain, tiré par l'Allemagne et la France. Mais pourquoi? En Ukraine, il est inexistant. Il ne vaut rien, parce qu'il ne pèse rien. Il ne vaut rien. Or, les Français lui reprochent ça. Les Français lui reprochent d'être un vaurien dans le conflit ukrainien. Il ne pèse pas. Il n'est pas considéré ni par Zelensky, ni par Poutine. Parce que c'est ce qu'il est, il vaut rien. Vous vous rappelez l'accueil qu'il a reçu en Russie, la longue table historique, pour montrer tellement il était répugnant que Poutine peut éviter d'être contaminé par sa laideur. C'était pour décrire les relations diplomatiques entre les deux pays. Aussi éviter qu'il le touche. Parce que quand la conférence finit, souvenez-vous, quand la conférence finit, Poutine s'enfuit carrément. Et il est derrière Poutine, court comme une femme court derrière un homme ou bien un homme court derrière une femme, parce que Poutine ne voulait même pas le contact. Et je vous dis, il est répugnant à tout point de vue. Donc, les Français lui reprochent ça. Pourquoi? Il faut bien comprendre à quel jeu il joue. Il n'est même pas là pour la France. C'est un mercenaire des milieux financiers internationaux. Les gens le savent. Donc, il fait semblant de temps en temps de jouer aux patriotes français. Vous voyez? Mais dans les situations internationales, les Français ont la nostalgie de De Gaulle. Les Français, eux, c'est De Gaulle. Qui avait réussi, je parle du point de vue français, hein, pas du point de vue africain, tu comprends bien, qui avait réussi à incarner une voix, n'est-ce pas, une voix qui prenait de la distance qui créait une distance entre l'arrogance et l'impérialisme américain, n'est-ce pas? Et, par exemple, à l'époque, les communistes, le soviétisme. De Gaulle avait réussi à créer une voie. Les Français sont nostalgiques de ça. Parce que depuis De Gaulle, ils n'ont pas eu de dirigeant digne d'envergure. Bon, c'est déjà pour la France, De Gaulle est un dirigeant d'envergure. Vous comprenez que ce pays a beaucoup de problèmes. Mais depuis que De Gaulle est parti, il n'y a pas de dirigeant français qui ait son envergure. Donc, les Européens, la France, les Français attendaient que M. Macron, dans le conflit ukrainien, prenne une position digne de ce nom. Mais il est incapable parce qu'il est dans le camp de ceux qui organisent la guerre en Ukraine, pour des besoins d'argent, pour des besoins de vente d'armes et tout, ces réseaux mondialistes. Et beaucoup de Français l'ignorent. Donc, pour cacher ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fanfaronne sur un axe euro-africain, dont il n'a même pas les moyens. Il fanfaronne dessus. Pourquoi? Parce qu'il croit que dans le cadre du G7 ou du G20, où on va mobiliser justement les 700 milliards promis pour les infrastructures, c'est une philanthropie très intéressée, comme les Occidentaux savent le faire. Donc, il veut donc surfer dessus pour faire semblant, donner l'impression d'avoir une politique qui permette à la France d'être à la hauteur de son rang, son fameux rang là. Donc, c'est de la fanfaronnade, c'est du bricolage. Il n'y a aucune consistance là-dedans. Aucune. Alors, donc, c'est ça qu'il appelle axe euro-africain. C'est le projet qu'ils ont voulu faire avec Barkhane qui a échoué. Et tout ce qu'il a voulu entraîner dedans, les Allemands et consorts, ont fui. Vous avez dit chacun a pris son chemin. Donc il compte sur des choses comme ça pour essayer de donner de la surface en réalité à ses patrons, des financiers, qui eux contrôlent l'Europe. Et ils ont des projets clairs. Là, vous savez que d'ici peu de temps, la canalité numérique va être imposée. Les monnaies qu'on appelle ça, les pièces de monnaie vont disparaître. Entre autres, les agendas sont connus. Et cet agenda, on sait où ça va. Ça n'a rien d'humain. On sait où ça va. Ça nous inscrit dans une phase du capitalisme qui est désormais déshumanisée, qui veut complètement dématérialiser l'être humain. C'est ça la dynamique qu'il y a dans l'Europe. Donc, cet axe euro-africain, c'est dans ça. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils mettent là-dedans. Vous comprenez un peu? Oui, entre guillemets, évidemment, la démocratie. Bon, on comprend. Maintenant, lui, il est modeste.
de plus en plus, il est modeste à ce niveau pas parce qu'il veut. Il sait très bien qu'en Afrique, on ne l'écoute plus. Il ne pèse plus. Il le sait. Donc, il fait semblant d'être modeste. Donc, vous voyez que l'axe européen, euro-africain, c'est du bricolage. C'est pour bricoler un échec, n'est-ce pas? Le fait qu'il n'a pas pu donner à la France une voix dans les diverses mutations du monde depuis la guerre en Ukraine. Et il veut donc se racheter. Et il bricole, n'est-ce pas? Il bricole. Il s'est fait sur des politiques qui ne sont même pas de son fait, n'est-ce pas? De son fait. Le deuxième axe sur lequel il s'appuie pour bricoler cette politique, c'est ses prétendus engagements qu'il aurait tenus à l'égard de l'Afrique dans le dossier comme les objets d'art qu'on nous a volés. Oui, la question mémorielle. Et que le monsieur a décidé, lui, d'organiser, selon son chronogramme, et ses amis, d'organiser la restitution en fonction de son rythme, n'est-ce pas, en fonction, c'est le voleur, Madame Bégoudé, qui vient remettre ce qu'il a volé en fonction, et dessine le cadre de la restitution, le temps de la restitution, la manière dont celui qui reçoit ce qui lui appartenait doit se tenir, doit se comporter. Il a fixé tout ça. Et ils s'en vendent. Ben, vous avez volé ces objets. Ils vous ont enrichi pendant des siècles. Où est la réparation? Commençons déjà même par ce qu'on appelle une véritable démarche d'humilité morale. Parce que vous avez volé ça. Non, pour lui, la soi-disant restitution participe d'une opération de grande communication pour se peaufiner un visage de grand homme politique français, pourtant rejeté par le peuple français. Il veut se donner une envergure historique qu'il n'aura jamais à l'égard des Africains. Alors, il parle d'engagement tenu, il rappelle évidemment les commissions, ces fameuses commissions d'historiens. Évidemment, ça fait rire au Cameroun. Bon, c'est déjà un scandale. C'est un scandale pour ceux qui croyaient que quelque chose de bon pouvait venir de ce monsieur, et pour les élites africaines en général, les Camerounaises en particulier, qui croient que, donc moi, comme je dis depuis, mais si Macron avait coopté les historiens camerounais dignes de son nom, ils auraient accepté. Pour produire quoi? Prenez les commissions mémorielles, là, comme les commissions d'historiens qu'il a fait au Rwanda, ça donnait quoi? Mensonge. Des pans entiers de l'affaire ont été occultés, comme d'habitude. Vous allez au Burkina Faso, comme d'habitude, vous voyez, derrière la famille Sankara s'est complètement désolidarisée de toute cette dynamique-là. Parce qu'une fois de plus, quand il dit tout est fixé par lui, c'est le bourreau qui fixe les conditions de la réécriture et de la relecture de ses crimes. Donc vous avez quand même vu ça où? Voilà, des gens comme ça, c'est ça la démarche. Vous voyez. Donc, à tout point de vue, c'est inacceptable. Alors, il vous parle des grands politiques, des grands projets de partenariat dans le sport, dans les arts, la maison des mondes africains à Paris. C'est quand même terrible. La maison des mondes africains. Voilà la géniale trouvaille de M. Mbembe. Et la conséquence des millions d'euros dépensés pour trouver quoi comme idée? Une maison des mondes africains. Vous voyez, tout ça, c'est pour bâtir une clientèle. Dans le cadre de ce que j'appelle un néo-focalisme. Vous connaissez Foucault, les réseaux Foucault. Oui. Alors, néo-focalisme, articulé ce qu'il appelle sur des sujets, soi-disant d'intérêt mondial, le climat. Oui. Il va nous aider. Il va nous aider à sauver la planète. Il est envoyé par la planète pour sauver la planète. Il va nous aider à sauver la planète. Il y a le financement international, j'ai déjà dit ça. Donc, il est en train d'élargir cette clientèle en activant les émotions. Vous allez voir, tout apporte c'est quoi? Les arts, objets d'art, la musique, le sport, la mémoire historique, et ce que j'appelle le démocratisme. Oui, c'est bien pensé, c'est sérieux. C'est l'émotion. Dans la pure tradition de Senghor qui a dit que le nègre est émotion, et la raison est Hélène. Oui, donc c'est dans ça, c'est dans cette répartition de rôles, dans cette division mondiale, n'est-ce pas, des rôles. Nous sommes confinés aux émotions. C'est-à-dire que nous, la raison, nous ne la connaissons pas. Évidemment, nous n'avons pas de raison géopolitique. On n'a pas de raison géoéconomique. Ça, c'est réservé pour la cérébralité rationnelle du blanc. Donc, M. Macron est un prototype. Vous voyez? Donc, du coup, on nous renvoie dans les émotions. Et les Mbembe sont dans ça. Les Felmi, ça, toute la racaille là, toute sa clientèle qu'il a fabriquée, n'est-ce pas, à qui il partage de l'argent, tous jouent ce jeu de gérer nos émotions. Alors, quand tu fais créer par des start-up, depuis quand on a développé un pays par les start-up?
Il a dit qu'il a été interpellé à chaque fois en ce qui concerne les soutiens, justement, sur le plan entrepreneurial en Afrique, par les jeunes et la société civile africaine. C'est jeune à lui, sa société civile créée de toutes pièces. Donc c'est pour ça que je parle d'un néofocratisme. Oui. C'est-à-dire que, mais simplement, sauf que ce néofocratisme-là veut s'éloigner des vieux réseaux focaux dans le cadre de leur bataille interne en France. Donc lui, il élargit ça, il crée sa clientèle, les Mbembe, tous ces gens-là, et il essaie d'articuler ça avec une dynamique européenne, n'est-ce pas, et à l'international, avec des sujets comme ça, comme ce qu'il avait dit pour le Gabon, le One Summit, Forest Summit, n'importe quoi. Vous venez nous parler de nos propriétés qu'on veut transformer en biens mondiaux, biens publics mondiaux, c'est-à-dire qu'on veut nous arracher. Parce qu'on découvre qu'aujourd'hui la planète est en danger. Donc des gens qui ont détruit la planète viennent, n'est-ce pas, arracher nos propriétés, des biens que Dieu nous a donnés, n'est-ce pas, pour transformer ça en biens mondiaux. Donc voilà tout cet axe-là qu'il appelle l'axe euro-africain, qui met en avant pour essayer de séduire, bon, je crois qu'il ne séduit pas le grand monde, mais de rassurer ces réseaux sans clientèle, n'est-ce pas, qui ont besoin de mensonges, hein, pour justifier l'argent qu'ils reçoivent de la France et la falsification des intérêts, n'est-ce pas, qui les lient, n'est-ce pas, à l'impérialisme français. Donc c'est une espèce d'entre-soi. Ils sont entre eux. Lui, ses clients, tous ces Africains-là qui sont des Français à la peau noire et qui prient matin, me disent que la France ne tombe pas. Parce que si elle tombe en Afrique, eux, ils vont disparaître. Donc toute cette clientèle-là qui rassemble des présidents, vous avez le Ouattara, tous ces gens-là, des présidents, des faux intellectuels, la Chine Bembe, tous ces gens-là, la fausse société civile fabriquée de toutes pièces, comme on l'a vu dans le cinéma, la fanfaronnade du sommet de Montpellier, où tout ça a été arrangé bien avant. Il y a les images, il y a tout. Donc tout ça, et dans le milieu de sport, on manipulait évidemment l'équipe de France. On joue toutes les émotions. L'équipe de France, qui permet aux Africains d'être... L'équipe cosmopolite. Oui, qui permet aux Africains qui sont nés dans les rues, n'est-ce pas, de devenir des stars mondiales. Donc tout ça, c'est le même registre. C'est-à-dire, c'est le même registre. Donc j'allais oublier la fameuse co-industrialisation. L'axe euro-africain, la co-industrialisation, une invention extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, on va voir deux continents co-industrialisés. C'est-à-dire que comme ça que l'Europe s'est industrialisée. Comme si il n'y a aucun exemple historique qui a procédé comme ça. Co-industrialisation. Non, je vous ai dit, c'est essayer de reconquérir en Afrique ce qu'ils ont perdu dans leur continent. Parce que les Américains ont tout pris à la faveur de la crise ukrainienne. Ils ont tout pris. N'est-ce pas? Ce sont des vassaux, comme l'appelle Poutine. Ils sont même moins que ça. Ce sont des paillassons des États-Unis. Ce sont des femmes de ménage des Américains. On a compris. Pour essayer de retrouver un peu un ancrage, il faut venir nous raconter des histoires. Président Bondakani, dans son discours, le président Emmanuel Macron a donné l'impression à plus d'un que c'était une sorte de mea culpa. Un peu trop tardif peut-être. Alors celui-ci déclare que l'Afrique maintenant est une terre de compétition. Une terre de compétition signifierait peut-être que celui-ci s'est tout simplement rendu compte qu'il a un peu perdu, non pas seulement la bataille, mais la guerre tout entière sur le territoire africain, a du mal à se positionner et se cramponne aujourd'hui vers quelques pays. On cite donc le Gabon, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Des pays, la Côte d'Ivoire, et puis on citera également le Sénégal, mais ces pays-là ne sont pas comptés dans sa visite qui aura lieu dans quelques heures seulement. Lorsqu'il déclare cela, il dit aussi nous devons nous battre, car nos concurrents prennent des positions parce qu'ils prennent les partenaires africains au sérieux. Ce qui veut dire que la France n'a jamais pris au sérieux les partenaires africains, n'a jamais considéré les pays africains comme des partenaires. Non, il ne faut jamais se fier aux postures de Macron. Ce sont des postures... Il n'a pas d'âme. Il ne faut pas se fier. C'est des postures. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapport de force sur le terrain qui s'est imposé à lui. Là, c'est clair, il n'a pas le choix. Et ça va aller grandissant. Parce que d'autres crises se préparent. Au Niger, la situation au Niger est très instable. Et les pays où ils croient même être bien ancrés, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, prenons un élément pour que les gens comprennent qui raconte des histoires. Oui, alors. Voilà un monsieur qui revendique 17 déplacements effectués dans 21 pays africains depuis qu'il est là. N'est-ce pas? Oui. Quel est le bilan? Écoutez, quel est le bilan? C'est-à-dire, faisons le bilan des déplacements précédents et les engagements qu'il a pris. Quand lui-même fait le bilan, qu'est-ce qu'il vous dit?
Il te dit comment est-ce qu'il a remis 2 ou 3 objets au Bénin. Et il y a eu la commission de contentieux historiques au Rwanda, et maintenant il vient de créer avec le Cameroun. Voilà lui-même c'est lui-même qui donne. Hein. Oui, il déclare avoir toujours été à la hauteur de ses promesses. Oui, j'essaie de les citer. Vous êtes devant vous. Donc, il raconte ça. Il dit comment il a été avec les vaccins lors du Covid. Il a fait tellement de choses extraordinaires. Mais il a oublié de dire comment il a lutté contre la faim. Parce qu'on devait mourir à la faveur de la guerre ukrainienne, parce qu'il n'y a plus de céréales. Il a honte de dire qu'ils ont détourné ils ont détourné, c'est près de 80 navires, moins d'un navire est venu en Afrique, parce qu'ils ont détourné tout ça. C'était un don gratuit de la Russie. Voilà des gens qui veulent vous aider, mais qui détournent les céréales pour aller alimenter leur marché, parce qu'ils n'ont pas. Quelqu'un qui dit au monde entier, vraiment il faut que l'Afrique, on fasse tout pour empêcher la famine en Afrique. Il braille. Mais en fait, c'était un plan, avec Macky Sall son complice, pour aller détourner les navires de céréales, mis gratuitement à disposition de l'Afrique, par quelqu'un de sérieux, le président Poutine. Vous voyez un voleur, c'est-à-dire un voleur, un détourneur de navires de céréales. Détourneur de navires de céréales, ose venir s'asseoir et faire un discours pour dire comment vraiment il a tenu ses engagements au niveau de l'Afrique et tout. Donc, quel est le bilan de ces 17 déplacements qu'il a fait en Afrique? Allez prendre les discours à chaque déplacement qu'il a fait. Donc, 17 discours qu'il a tenus. Prenez ça, lisez. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Donc, vous voyez que quand lui-même dans son discours, il vous dit que quand il parle de l'Afrique, parce que comme ce discours est tellement contradictoire, il dit que c'est une situation sans précédent dans l'histoire. Les défis africains. Il dit que c'est sans précédent dans l'histoire. Malheureusement, il ne tire pas les conséquences. Donc, il ne tire pas les conséquences de son constat. C'est-à-dire que pour une fois, il faut un constat qui s'est imposé, qui s'impose à lui, parce que sur le terrain, il se rend bien compte que le panafricanisme, nous sommes décidés avec eux. Il dit, ok, l'Afrique, c'est une situation sans précédent dans l'histoire. Il ne dit plus ces bêtises qu'il disait avant. Là. Mais il ne tire pas les conséquences, parce que s'il avait tiré les conséquences, on dit que, ok, tu as fait un diagnostic. Quelle est la réponse de la France? Je vous ai dit, c'est activer les émotions. C'est les films, ça, c'est les maisons des mondes, l'institution des œuvres d'art, les start-up, la co-industrialisation. Ça fait rire. Ça fait rire. Tout ça, ce n'est rien d'autre, comme je vous ai dit, que créer une clientèle néo-focatiste, dans la logique de Focard, mais au compte de Macron et des financiers pour qui ils travaillent. Vous voyez un peu, qui veulent venir, ils ont des projets sur l'Afrique. Vous voyez, peut-être on en parlera un jour, la Zeleka. Il a même dit qu'il est maintenant favorable à la monnaie unique africaine. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand on vous dit, c'est-à-dire que ils ont des projets. Maintenant, ils viennent à l'Union africaine. Vous voyez ce qu'on veut faire avec l'Union africaine, tout ça. Ils ont des projets. Ce marché-là qui fait rêver les Africains, ça veut faire rire. La Zeleka ne va rien apporter aux Africains. Parce que, comme le marché commun européen est colonisé par les Amériques, mais ils veulent trouver un nouvel endroit pour se déporter ici et faire de la croissance. Il a dit dans son discours. Mais la croissance n'a jamais développé un pays. La croissance n'a développé un pays. Surtout un pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde ont besoin du développement. C'est-à-dire, un peu comme l'Europe s'est développée, elle, et les Américains, pas de véritable politique de développement, que ce soit industriel. Bon, c'est vrai, l'esclavage et tout, mais j'ai dit, la croissance n'a jamais développé. Les pays africains sont en croissance depuis bientôt 10, 15, 20 ans. Mais là, qu'elle interpelle les entreprises françaises, ça fait rire, ils donnent l'impression de faire qu'on ne peut plus. Lui, ça ne le gêne pas, c'est un mondialiste. Maintenant, les entreprises qu'ils vont mettre en avant, ce sont les entreprises qui sont même plus totalement françaises, qui n'ont même plus d'intérêt en France, qui sont dans la mondialisation. Vous voyez, ça les arrange là. Cette fameuse mondialisation, elle, dont lui, il est fier de porter ce genre d'entreprise. Parce que c'est dans son registre. Comprenez? Donc il faut bien analyser quand elle parle. Il a fait pareil lorsque, pour une fois, là encore, il est devant un rapport de force, il n'a pas le choix. Il dit non, certains veulent que nous on aille faire de la compétition. Non, on n'est plus dans ça. C'est un discours du passé. Et ceux qui continuent, c'est parce qu'ils sont attachés au colonialisme. La défaite. L'impuissance. On maquille ça en changement de paradigme et de stratégie. Alors qu'en fait, il prétend, ce qu'il repousse, ce qu'il dit ne pas faire.
Mais c'est ce qu'il fait, Madame Bégoudé. C'est ce qu'il fait. C'est quoi? Écoutez, il dit que la Russie, ce sont des mercenaires, c'est un nouveau colon. Mais tout ça, est-ce que quelqu'un a le droit de parler comme ça d'un pays, d'un continent, dont tu n'es pas le président? C'est comment ça? Tu as fait des discours sur un continent qui n'est pas le vôtre. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Vous déroulez un tel programme. Vous ne voulez discuter avec aucun pays africain, aucun dirigeant africain. D'ailleurs, vous ne voulez plus voir les présidents parce que la plupart ne vous considèrent plus. Vous préférez être avec la société civile, des LGBT, non, il faut bien dire, des LGBT, les débauchés, tous ces gens-là. Vous êtes très à l'aise avec eux parce que, bon, ok, il y en a qui rêvent de marcher avec un président français, comme la Chine Bembe, d'entrer dans l'avion avec un président français, comme la Chine Bembe. Voilà vos interlocuteurs. Oui. Vous voyez, bon, tout ça c'est quoi? C'est de la fond, n'est-ce pas? C'est du partenariat, c'est de la coopération, c'est la lutte pour la biodiversité climatique, c'est le salut du climat. Mais quand un pays africain signe un partenariat avec la Russie, non, il est sous l'emprise de Wagner. Et ce sont des criminels, machin et consorts. Vous voyez, il parle d'une chose, il fait le contraire. C'est un menteur. Il masque, n'est-ce pas? Il masque un colonialisme dont ils ne peuvent pas se passer, derrière un habillage de mots, n'est-ce pas? Comme un dragueur qui ment à une femme pour des raisons que moi vous comprendre. Donc, c'est ça qu'il raconte. Parce que tout ce que vous voyez là, tout ce qu'il promet là, qui lui donne le droit de... Il est le président de l'Afrique. Et il est le président du compte. Qui est le président africain? Il est le président des partenariats africains. Ben alors, c'est ce que je dis. Et la Russie et d'autres partenaires, n'est-ce pas, n'ont pas le droit de venir signer des partenariats. Alors que eux, par contre, sont appelés par les Africains et les dirigeants africains. Ils sont appelés, mais lui, ils sont là depuis, ils n'ont plus de place, on leur demande de partir, ils s'accrochent. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Imaginez-vous, Madame Bégoudé, quand une femme ne veut plus d'un homme et qu'il s'accroche. Et qu'il insiste. Oui, j'aime prendre ce genre d'image, c'est très pédagogique, tout le monde comprend. Vous voyez, imaginez un homme, une femme, entre comme on dit au quartier, vous barre, vous vous accrochez. Rien n'est aussi triste de voir un homme dans une situation. Ça se tourne de la France à l'égard de l'Afrique. Mais, attendez, ça fait 300 ans bientôt qu'ils sont là. On est fatigué d'eux. Parce qu'ils n'ont pu rien faire, rien apporter de bon que de détruire le continent. Merci, Président Bondakani. On va aborder maintenant la question justement des bases militaires. Et dans ce fameux discours que l'on essaye de décrypter ou alors que l'on passe sous votre regard, Madame Bondakani, on essaye de comprendre notre présence militaire. Nous passerons d'une logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et partenarial. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous avez dit que c'est de l'agression. Est-ce que c'est de la distraction? Non, vos mots sont très doux. C'est-à-dire que c'est de l'agression. C'est insulter les Africains. C'est quoi l'intimité entre les armées africaines et l'armée française? C'est quoi l'intimité? Et il a osé décliner ça. C'est-à-dire que les bases militaires françaises vont devenir des bases africaines. Vont devenir des bases de africaines. Formation. Non. D'abord, ça devient pour les Africains. Parce que les Africains seront plus nombreux même que les Français. Vous y comprenez quoi? C'est quoi cette affaire? Alors, deuxièmement, ça les académies, les formations, tout ça comme ça. Pour dire que vous ne voulez plus de nos soldats, maintenant on va venir vous former, c'est ça? Non, c'est-à-dire que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que vos armées deviennent carrément des armées françaises et vice-versa. Ça veut dire. En fait, c'est plus grave, hein. C'est même plus grave que les bases militaires telles que vous avez conçues. C'est-à-dire, il s'agit désormais, n'est-ce pas, de faire par les Africains ce que les soldats français n'ont pas été en mesure de faire. Voilà. Puisque vous, la présence des soldats blancs ou bien des soldats sous l'égide de l'État français pose un problème sérieux, ok. Les Africains vont faire ce travail. Et ça sera entre vous. C'est même plus grave. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que mais qui va financer tout ça? Mais c'est grave. C'est très gravissime. En fait, il masque le retrait. Alors, imposé, n'est-ce pas, le départ des bases militaires qui lui a été imposé. Il dit on va enlever nos soldats, mais on va transférer dans le cadre d'une intimité, en fait, de la fusion, de la fusion entre l'armée française et ses démembrements à l'étranger et les armées africaines. C'est déjà même vu, c'est grave. C'est quand même grave. On dirait que les pays africains c'est la France, et la France, c'est un pays africain. C'est ça que ça veut dire. Alors, évidemment, il fera ça dans quelques États. En Côte d'Ivoire, c'est déjà fait. En fait,
C'est ce qu'ils veulent faire au Niger, c'est ce qu'ils vont proposer à leurs valets. Il y a des États, comme des gens comme le Tshisekedi, des gens comme ça, donc ils peuvent supporter, entrer dans ce genre de choses. Mais aucun pays sérieux africain n'est pas accepté ce genre de bêtises. Et la France a quel matériel militaire digne de ce nom? Est-ce que la France a pu se défendre dans le cadre d'une guerre à l'heure actuelle? Elle qui n'a aucune munition. Et qui n'a plus d'équipement militaire digne de ce nom. La crise en Ukraine a montré l'état des armées européennes. Donc, qu'est-ce que ça va nous offrir? Dans les enjeux militaires de ce temps, Madame Begoudi, oui. La France ne fait qu'un partenariat sérieux avec les pays africains. Dans le cas, on est dans un champ global, géo-global sur le plan militaire. Quand vous regardez la France, qu'est-ce qu'elle peut apporter à un pays africain? Aujourd'hui, les partenariats qu'il faut aux pays africains, c'est des partenariats globaux. C'est-à-dire dans le cadre comment on dit ça, de maximiser la puissance militaire des Africains. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire de maximiser cette puissance militaire au niveau global. Oui. Mais la France est restée dans une conception coloniale de sa présence. C'est-à-dire que c'est la métropole française qui a les centres de direction militaire, les armes nécessaires et les colonies. Les colonies ont besoin d'une base militaire, c'est quoi? Pour sécuriser les circuits d'approvisionnement de matières premières, n'est-ce pas? Et deuxièmement, protéger les présidents. C'était ça la mission, les présidents qui les arrangent dans le cadre des accords secrets militaires. Et souvent, même quand un président est dérangé, tu demandes ça, ils ne font même pas. Ils ne font pas. Vous voyez dans quel schéma la France est. Voilà un peu le cadre stratégique de la présidence française en Afrique. Mais le monde a changé. Regardez le monde qui a changé. Le monde aujourd'hui, c'est la, je ne dirais pas globalisation, mais la pensée militaire est globale. Comprenez? Ça veut dire que dans la globalisation, les problèmes locaux sont des problèmes globaux et vice-versa. Vous comprenez? Les problèmes locaux sont régionaux, sous-régionaux, continentaux et globaux, vice-versa. Alors, dans ça, vous avez quelqu'un qui n'a pas de moyens, le pays n'a pas de moyens, n'est-ce pas? Mais qui vous enfermer dans le carcan colonial, continuer à diriger ce carcan et aller s'asseoir à la table des grands dans le monde. Et faire comme si il est encore un grand. Il est un grand. Oh, il n'est plus, non, il n'est plus. Parce qu'eux-mêmes, pour faire face dans les enjeux globaux, plan militaire, parce que parlons concrètement. Mais la France est membre de l'OTAN. Qu'est-ce que l'OTAN? C'est une alliance globale. Vous comprenez? Et tous les pays européens sont dans l'OTAN pour se protéger. Vous comprenez? Au niveau des enjeux globaux. Mais à nous, les Africains, qu'est-ce qu'on vient nous offrir? Des bêtises pour tirer sur les oiseaux dans le Sahel. Pour la chasse aux oiseaux dans le Sahel. Des bêtises qui n'ont rien à voir avec les enjeux parce qu'ils ne nous considèrent pas. Vous voyez? Donc cette offre-là, c'est une insulte pour les pays africains. C'est une insulte, mais ça montre aussi que la France n'a plus rien à nous dire. C'est terminé. Et que tout pays africain qui va avoir une vraie envergure militaire ne peut pas compter sur la France. Parce que simplement, elle n'en a ni les moyens intellectuels, ni les moyens stratégiques, ni les moyens financiers, ni les moyens militaires. Et d'ailleurs, ce partenariat qu'ils proposent, quand on dit académie, formation, non, c'est le commerce militaire, c'est la vente des armes, et le service après-vente qui suit avec. Vous voyez la logique? Il n'est pas question de développer une véritable capacité militaire en Afrique. Vous voyez? Or, quand les pays veulent s'en sortir, on déclare la guerre à ces pays, comme ce qu'il faut au Mali. Le Mali aujourd'hui est dans une dynamique, n'est-ce pas, de monter en puissance militaire pour se défendre dans le cadre des menaces qui sont globales. Ben, vous voyez le comportement de la France. Dès qu'un pays africain veut faire ça, le dialogue est impossible. C'est pour ça que nous avons toujours dit qu'il n'est pas possible qu'il y ait un dialogue entre la France et les Africains. C'est impossible. Elle peut dialoguer avec les faux Africains. Les masques, les peaux noires, masques blancs. Ça, c'est très bien. Parce que là, c'est un rapport de maître-esclave. Mais des vrais Africains qui sont dans une dynamique d'émancipation, de prise en charge et de dignité, le dialogue est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Et tout le monde. Regardez, il parle du Mali. Mais l'autre chèque, c'est le Burkina Faso. Un échec gravissime. Mais le Burkina a demandé à l'opération Sabre ficher le camp. Ça veut dire 400 forces spéciales. Pour quel bilan? Tout le territoire, pratiquement 60% du territoire burkinabé dans les mains des terroristes. Il fait semblant de ne pas parler de ça. Il ne voit pas ça. Mais voilà. Que quand il faut faire à ce niveau-là, il déclare que la France est un bouc émissaire. Oui, évidemment, il peut que dire ça. Quand il faut faire les choses sérieuses, c'est-à-dire que faire face sérieusement, il faut faire les choses sérieuses. C'est-à-dire que quand il faut faire les choses sérieuses, c'est-à-dire que quand il faut faire les choses sérieuses, c'est-à-dire que quand il faut faire les choses sérieuses, c'est-à-dire que faire face sérieusement, c'est-à-dire que faire face sérieusement, c'est-à-dire que faire face sérieusement,
à ce qu'ils ont appelé menaces terroristes, qu'ils ont créé d'ailleurs. Vous comprenez? Faire face, que ce soit au Mali, la France est incapable. Elle est incapable. Après, vous parlez d'intimité. En fait, c'est du chantage déguisé. C'est le chantage déguisé. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de dire aux autres pays qui sont restés accrochés à la France que voilà, c'est ça. Ou l'intimité ou rien. Or, quoi l'intimité? Vous devez faire ce que nos soldats la faisaient là. Vous allez faire ça. Même, il faut que c'est les soldats africains qui le font. Nous, on va apporter la formation, on va apporter les moyens logistiques et tout. Évidemment, qui paye? Les pays africains. Vous avez tout compris. C'est d'une vulgarité, c'est tellement vulgaire, mais il embarque dans une grandiloquence, n'est-ce pas, qui trompe les naïfs parce que... Une rhétorique parfaite. Oui, une rhétorique grandiloquente, mais qui masque un vide intérieur qui le caractérise, pour ceux qui le connaissent. Merci Président Bandakani. On en a pratiquement terminé. Lorsqu'Emmanuel Macron, justement parlant de ce partenariat réciproque et équilibré, déclare que c'est lorsqu'on ne prend pas des gens pour des imbéciles. On vient sur leur territoire, non pas pour leur dire voilà ce qu'on va faire pour vous, parce que vous ne savez pas comment vous aider vous-même, mais on vient défendre nos intérêts de manière respectueuse avec les pays où l'on se déploie. Là, bien sûr, on parle toujours du pan sécuritaire, sur le plan militaire, avec ce nouveau partenariat qu'il a envie de redorer ou alors de muter tout simplement, parce que pour lui, il s'agissait d'une forme d'aide, puisqu'il dit partir de la logique d'aide à une logique d'investissement solidaire et partenarial. Oui, évidemment. Évidemment, c'est-à-dire que prenez le mot, comment être les Maliens? Est-ce que les Maliens sont intelligents? Qu'est-ce qu'il dit sur le terrain? Je vous dis que ce monsieur, c'est pas avec qui on discute. Il est tellement... C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas invité les présidents africains à discuter avec lui. Est-ce qu'ils veulent encore discuter avec lui? Le premier, il est là. Mais pourquoi le recevoir? Après, non. Qui? Tout à l'heure, j'en dirai un mot. Oui. Si même l'architecture de ce sommet-là, vous allez comprendre. D'ailleurs, vous avez vu, après le sommet de Montpellier, quand il a fait sa bourde diplomatique, il a invité les Africains, les présidents africains, combien sont partis? Il sait très bien, il connaît très bien que ça a commencé d'ailleurs depuis la mort du maréchal Déby, n'est-ce pas, où les présidents de la sous-région lui ont infligé un camouflet diplomatique extraordinaire. C'était déjà même vu dans le précaré. Avant qu'un président français débarquait, tous les présidents couraient pour aller l'accueillir là où il allait. Mais là, personne n'est parti. On lui a fait comprendre clairement que c'est terminé. C'est terminé. Tu n'es qu'un petit gamin, en plus mal élevé, sans culture, bon, faisant montre de peu d'éducation, donc tu n'es même pas fréquentable. On le lui a montré clairement et ça continue. Voilà pourquoi je vous dis, il préfère se cacher dans la fausse société, celui des affamés, des gens qui cherchent un visa pour aller en France et qui sont très heureux d'être en France. C'est leur droit. Mais ce ne sont pas africains, ils ne représentent pas. Ils ne peuvent pas se servir d'eux pour parler au continent. Donc il faut le prendre au mot. Vous voyez, la relation avec le Mali montre très bien qu'on a affaire. Il est pire que les anciens colons. Quand on regarde son âge, on se demande comment un type de son âge peut être aussi habité par une telle mentalité coloniale. Ça pose un problème, sérieux. Non, mais quand on a grandi, qu'on a été moulé par les Rothschild, voilà le produit. Vous comprenez? Donc il dit une chose et le contraire, il pratique. Il pratique le contraire. Parlons de cette fameuse tournée. Regardez très bien. Je veux creuser. C'est-à-dire que vous voyez, d'abord, la carte ésotérique de cette tournée est claire. Gabon, c'est un état franc-maçonnique. Brazzaville, pareil. Le dirigeant angolais, dans une certaine mesure, je pense que, du moins, je n'étais pas sûr de sa filiation ésotérique, mais il fait la cour à la France, depuis qu'il est président, pour s'installer, pour contrer ce qu'il appelle l'héritage de Dos Santos. Vous voyez? Et du coup, il est d'une fragilité. Il fait honte à l'Angola, ce président. Vous quittez là-bas, vous allez en RDC, pareil pour ce qu'il dit. Lui, il est carrément pas à la hauteur de ce pays. Alors, regardez très bien. Quand dans la franc-maçonnerie, moi je m'en fous de l'allégeance des autorités des gens, ça ne m'intéresse pas. Mais lorsqu'on mêle l'État à ça, ça devient inacceptable. Quand les gens transforment leurs appartenances ésotériques en particulier religion d'État, Madame Begouli, c'est inacceptable. Vous savez que les francs-maçons
quand ils font leur pacte. Non, je ne le sais pas. Je vous donne l'information. Vous allez sur Internet, c'est maintenant visible. Allez-y. Quand ils font leur pacte, ils disent que ils obéissent à la franc-maçonnerie avant toute chose. Ça veut dire que les intérêts des États, là, passent après ceux de la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est-à-dire que, alors, quand vous voyez la carte des autorités, vous comprenez très bien c'est quoi. C'est une réunion. Les fraternes vont se réunir dans le cadre de la grande fraternité universelle, entre guillemets maçonnique. Donc cette visite n'a rien de politique. On connaît, si, c'est vraiment politique. Mais on active les réseaux ésotériques. Attends, c'est pas pour rien qu'on est fraternes. C'est pour rien que les présidents sont des fraternes. Non, ça a un sens pour eux. Donc on active ces réseaux-là. Oui. Mais on connaît le projet maçonnique dans le monde. On les connaît. Ce sont eux qui sont derrière des histoires comme les pandémies, les armes bactériologiques, les armes géologiques, qui veulent nous amener, nous faire passer à la 4e révolution industrielle, dans le cadre du grand reset. Et c'est extraordinaire. On va nous virtualiser tous, on va nous dématérialiser tous, n'est-ce pas? Il faut décarboner l'économie, il faut défossiliser l'économie, évidemment, en arrachant, en faisant les Africains vont devenir un bien international. Même vous là, c'est-à-dire que non seulement on prend vos matières premières, on prend vos écosystèmes, mais on vous prend vous-même. Vous êtes des biens internationaux à protéger. Ça veut dire, la deuxième chose qu'on cache derrière, tout ce beau discours, c'est pour comprendre, il va endormir les gens. Il y a un projet très violent derrière, la conquête du golfe de Guinée, qui passe par la déstabilisation de tous les pays d'Afrique centrale, du moins ceux qui considèrent comme les pays des cartissants, en tête duquel le Cameroun, et dans une certaine mesure, le Tchad. La Centrafrique, c'est une guerre dans laquelle l'assassinat du président est programmé. Vous avez un échappé au moins à 4 direct organisé par les Français. Au Cameroun, ils sont derrière, ils préparent un coup d'État au Cameroun. Moi je dis, je sais de quoi je parle. Voilà. Ils préparent, ils sont engagés à fond dans tout fait pour que l'association au Cameroun dérape, n'est-ce pas, et qu'ils se réinstallent. Parce que pour la France, nous avons des amis qui ont des entrées, ils se le disent dans leur réunion secrète, qu'il n'est pas question que la France perde le Cameroun, parce que si elle perd le Cameroun, c'est terminé. Et qu'il faut éteindre ce foyer du panafricanisme, par tous les moyens. Ils le disent. Donc ce discours-là, où il fait semblant de flatter les gens, non, que ça ne trompe personne. Derrière, c'est un fauve. Comme je dis, c'est un fugitif qui a un agenda, qui a des résultats que ses patrons attendent de lui. Et ce qu'on attend de lui, c'est de récupérer l'Afrique centrale. Et en particulier le Cameroun. Souvenez-vous sa visite au Cameroun. Comment ça s'est terminé? Comment ça s'est passé? Il venait pour 2 jours et demi. D'abord, ils sont auto-invités. Deuxièmement, il est passé 2 jours et demi. Mais le premier jour, le soir, il a fui. Et il a fui parce que ça s'est vu durant la conférence de presse, n'est-ce pas? Comment il est devenu fou. Il a étalé devant le monde entier sa vraie réalité. Un petit sauvageon. C'est-à-dire qu'il a insulté les pays amis du Cameroun, n'est-ce pas? En direct. Et nous attaquons les panafricanistes en direct. Quand je parle de lui, vous savez qu'il dit que nous sommes stipendiés par la Russie. Il le dit. Bon, vous voyez, nous on n'a jamais répondu, on peut porter plein de diffamation, mais bon, il n'a pas de niveau. Il dit que nous sommes stipendiés par la Russie. Moi, je vous dis, de ma vie, je n'ai pas rencontré un Russe. Mais lui le dit officiellement, que nous, les panafricanistes, sommes payés par la Russie, n'est-ce pas, pour propager le sentiment anti-français. Ce jour-là, il a attaqué la Centrafrique, il a attaqué la Russie, attaqué le Mali en pleine visite diplomatique. En présence du président Biya. Des discours qui n'avaient donc rien de diplomatique. Donc, qui était de l'agression. On ne fait pas ça, ça ne fait pas de diplomatie. C'était de l'agression, mais ça cachait quoi? Il avait échoué. Ce qu'il venait chercher, il n'a pas reçu. Et nous savons qu'il a une dent contre le Cameroun et qu'il veut régler son compte au Cameroun. On le sait. Et d'ailleurs, la nomination d'un général comme ambassadeur, dans le cadre de l'invention de nouvelles diplomatie, où en France, il est en train de réécrire seul, de manière unilatérale, les usages et les règles de la diplomatie. Il amène n'importe qui, il en fait un diplomate, contre les diplomates de métier, qui en France se plaignent, grognent, ne comprennent pas cette politique hasardeuse, n'est-ce pas, hasardeuse, de vouloir à tout prix détruire, n'est-ce pas, les usages et les traditions diplomatiques de la France. Bon, ça me regarde pas, ça regarde les diplomates français, c'est leur bataille. Mais j'explique dans quel contexte vous avez un général, qu'on vient mettre ici à côté de nous, mais qui est là pour organiser la guerre, préparer les coups d'État, n'est-ce pas, et la déstabilisation, dans le cadre d'une reprise en main du Golfe de Guinée, en alliance avec les Américains et l'Union européenne. Donc ce discours-là peut tromper les naïfs,
Mais nous, on n'est pas naïfs. On appelle les Africains à la vigilance. Parce que c'est un fauve, c'est un fugitif, c'est quelqu'un qui est sous pression, n'est-ce pas, de ses patrons, qui attend des résultats que depuis n'arrive pas à obtenir dans le champ africain. Merci, Président Bondakani. Sous votre regard panafricain, on aimerait bien également avoir justement la profondeur politique, après avoir pris le pan, bien sûr, que vous avez évoqué tout à l'heure, politique de cette visite en Afrique, notamment au Gabon, en République démocratique du Congo, et puis au Congo, Brazzaville, sans oublier l'Angola. Mais c'est le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée. D'ailleurs, actuellement, il y a une crise qui oppose le Rwanda et la RDC. Macron est au cœur de cette crise. Beaucoup de gens le savent. Il est au cœur de cette crise. Et il n'a jamais digéré, par exemple, l'accord qui lie le Rwanda et la RCA. Oui. Qui font qu'il y a 4000 soldats rwandais en RCA. En RCA, dans le cadre d'un accord extraordinaire que beaucoup d'Africains ne connaissent même pas la teneur. Oui. C'est un accord très original et j'ai beaucoup salué ça. Pour une fois, j'ai été en accord avec le président Kagame, que je dénonce constamment parce que pour sa politique expansionniste dans les Grands Lacs et le rôle qu'il a joué en tant que pion occidental pour la déstabilisation des Grands Lacs. Mais la France l'en veut pour ça. Vous savez très bien que M. Tshisekedi, une fois pour voir, vous a dit que la France doit venir recréer l'armée congolaise. Vous savez très bien les politiques qu'il y a dans le Grand Lac, n'est-ce pas, cette vieille idée, n'est-ce pas, de dépecer la RDC, de bacariser la RDC en plusieurs États. Et la France n'a jamais renoncé à ce projet parce que c'est comme ça qu'elle estime qu'elle va avoir son vrai gâteau, n'est-ce pas, assez grand dans les Grands Lacs. Elle estime que sa part est petite. Parce que historiquement, ce sont les États-Unis et les Belges, n'est-ce pas, qui se sont partagés le gâteau depuis Léopold II. Donc la France estime qu'on a fait pas de gâteau. Elle a misé sur Fayoulou, élection présidentielle, qui est le représentant des intérêts de Total en France. Parce que la France, je pense, contrôle une bonne partie de plus de 50% des intérêts pétroliers en RDC. Ouais, bon, Fayoulou, ça n'a pas marché. Elle a fait du chantage à Tshisekedi. Bon, même pas du chantage. On a vendu à Tshisekedi un deuxième mandat pourvu qu'il rompe l'accord avec Kabila. Bon, comme il est comme son père, il ne faut pas grand-chose. Il a cru, il a accepté. Et on est en train de voir ce que le pays vit actuellement avec le Rwanda. Donc, il y a ces enjeux-là. Il est derrière tout ça. Derrière tout ça, parce que je vous dis, il faut qu'ils aient la peau de toi de là. Il faut qu'ils aient sa peau. Donc, n'oubliez pas ça. Il y a ça, il y a derrière. Donc, l'enjeu politique, c'est le Golfe de Guinée. Gérer les successions au Cameroun. Attention. Bon. Et aussi au Gabon, mais au Gabon, il n'y a pas de problème parce que Ali Bongo veut mettre son fils. Il n'est pas son fils. Et puis, je vous ai dit, ils sont entre frères. Ali Bongo s'est fâché de la dernière élection présidentielle. Mais il essaie un peu de diversifier ses partenariats dans le Commonwealth. Mais en fait, il s'éloigne de la franc-maçonnerie française pour aller celle anglaise. C'est pas très différent. Macron n'est pas très gêné par ça parce que c'est entre eux. Donc, Ali Bongo, dans le cas de la succession au Gabon, prépare son fils. Je pense qu'ils vont te dire 2 mots par rapport à ça. Oui. Et ce qu'il est prêt à donner aux Français comme garantie pour que son fils passe. Il y a ça. Bon, l'Angola, je pense, n'a pas fondamentalement un problème politique majeur. Sauf que je vous ai dit, l'Angola se rapproche de la France pour aller au FMI. Et Macron, n'est-ce pas, pèse là-dessus. Et du coup, à partir de cela, il essaie d'orienter, n'est-ce pas, la politique de l'Angola, qui était une grande politique, du moins au niveau des affaires étrangères, des affaires africaines, autant de Dos Santos. Qui, je vous rappelle que le parti de Dos Santos, le parti MPLA, c'est un parti historiquement extrêmement progressiste. C'est le parti d'Agostinho Neto. Ce n'est pas n'importe quel parti. Oui. Vous comprenez, mais l'actuel président, je crois qu'il s'éloigne un peu de cette grande tradition du MPLA. Bon, qui veut lutter contre la corruption est une chose, mais mettre le pays à la remorque de la France et du FMI de cette manière ne donne pas les coudées franches à l'Angola de jouer le grand rôle, n'est-ce pas, qu'il a appelé à jouer de par sa richesse et de par sa grande armée. C'est-à-dire que l'Angola a une très grande armée. C'est une puissance militaire régionale. Elle aurait pu jouer un grand rôle dans la crise, par exemple, entre la RDC et le Rwanda. Mais le rapprochement, le fait que le président angolais soit pratiquement avalé diplomatiquement par M. Macron, empêche l'Angola de peser là-dedans. Il y a une dynamique
qu'il y a dans la sous-région, la fusion CEEAC-CEMAC. C'est silencieux, mais c'est un grand enjeu. La France n'a pas intérêt à une telle fusion. Oui. M. Macron n'a pas intérêt à une telle fusion. Ça l'arrangerait si c'était eux qui avaient pris l'initiative, mais ce n'est pas le cas. Parce que l'Afrique centrale n'a pas renouvelé les accords francs-CFA. Les gens savent ça beaucoup, les gens oublient. On n'a pas changé de monnaie, n'est-ce pas, le cadre monétaire, mais on n'a pas renouvelé les accords. Et le délai même de probation est passé. Donc, les dirigeants de la CEMAC ont voulu inscrire le renouveau monétaire dans le cadre d'une fusion CEEAC-CEMAC, dans laquelle la question monétaire était clairement posée. Il était une question de trouver le nom de la monnaie et tout et tout. Oui. C'était très avancé. Vous croyez que M. Macron est très à l'aise de un pareil processus? Mais ça fait du surplace. Non, mais non, les batailles sont là. Mais je veux dire donc que c'est une des raisons cachées de sa visite aussi, parce que ça aussi, il regarde. Quand tu vous dis que on a réformé le franc CFA, ça fait rire. On n'avait pas de réforme. Alors qu'avant, c'était une très bonne monnaie. Les panafricanistes doivent se taire, raconter n'importe quoi. Le franc CFA, nous avons quitté les institutions financières de l'UMOA. On n'est plus dedans. On a même versé le reliquat des comptes d'opération, comme toujours dans une démarche unilatérale. C'est lui qui décide de tout et tout et tout et tout, unilatéral. Bon, maintenant, j'espère que l'écho va se mettre en place et que ça va me déboucher sur la monnaie unique. Mais vous comprenez très bien que ce n'est pas des mots comme ça au hasard qu'il balance. Mais allez fouiller les non-dits. Donc ce n'est pas juste pour montrer qu'il est derrière les panafricanistes. Les non-dits sont clairs. C'est qu'il voit le gouvernement de Guinée est très riche. Les enjeux sont très grands. Encore que maintenant, ils sont dans un déclassement géopolitique mondial, comme c'est dessiné au niveau de l'Ukraine, qui après va se la dédollarisation de l'économie mondiale, la multipolarisation de l'économie du monde. Ce sont des sujets sur lesquels il est très inquiet. D'ailleurs, dans ce discours diplomatique, il traduit ça par quoi? Il dit non, il ne faut pas encourager l'éclatement du monde. Mais il dit il ne faut pas un retour de guerre froide. Non, ils sont contre la multipolarisation du monde. Parce que la multipolarisation veut dire que l'Occident, c'est terminé. C'est terminé. Donc, il faut un feu de tout bois, n'est-ce pas? Les endroits où ils avaient un ancrage historique, il faut tout faire pour les reconquérir. Mais en évitant de froisser l'opinion publique africaine qui est de plus en plus, qui est quasi épidémique, quand il s'agit, n'est-ce pas, des questions de souveraineté, et qui ne veut plus entendre parler des bêtises des Français, c'est-à-dire de l'État français. Mais derrière la machine éclair, Jeune Afrique ça fait au moins 3 numéros successifs. Il dit que Wagner a pour base logistique le port de Douala. C'est-à-dire au moins 3 numéros. Ben, on est habitué à ça, on connaît. Quand il commence à faire ça, on sait ce qui se prépare. Il faut justifier des choses qui se préparent. Le Cameroun, c'est une base de Wagner. Et puis quoi? Ça les regarde en quoi? En quoi? Eux, ils sont une base de l'OTAN, ça ne les dérange pas. Dès l'OTAN, ça ne les dérange pas. Tout à l'heure, je vous ai indiqué tous ces partenariats dont tu parles là, toute cette clientèle qu'il a mis en place au niveau de la culture, des start-up, de la démocratie, tous ces gens qui fabriquent là, c'est de la coopération. Ce sont des partenariats. Mais quand les gens collaborent avec les Russes, non, c'est Wagner. Mais Wagner est une armée privée. Et puis quoi? Qui a inventé le concept d'armée privée? Ce ne sont pas les Occidentaux. Qui sont les États les plus mercenaires du monde? Ce ne sont pas les Occidentaux. Qui fournit des armées de mercenaires en Ukraine, l'Occident? Mais eux, ils ont le droit de le faire. Mais vous, quand vous le faites, non, Wagner, c'est le crime, sont des criminels et tout, et tout, et tout. Vous voyez ce langage, n'est-ce pas? Il n'arrive pas à se départir de cette mentalité coloniale, mais qui masque en fait la peur d'un déclassement économique grave qui s'annonce et qui va les plonger dans une misère pas possible. Contre ça, ils essaient de se battre, n'est-ce pas, pour essayer de conserver quelques postes avancés qu'ils avaient dans les pays africains. Et le golfe de Guinée est une bataille extrêmement rude pour laquelle ils jettent tous leurs armes dans la bataille. Merci infiniment, Président Bondakani. Avec vous, on a tout simplement eu le temps de se placer sous votre regard panafricain par rapport à cette visite d'Emmanuel Macron dans quelques pays africains, dont l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et sans oublier le Gabon. Ce sera dans quelques heures seulement, mais seulement avant cette visite, Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer devant la presse, devant des gouvernants, devant des artistes africains pour parler d'une politique, d'une stratégie. Il n'a pas fait il n'a pas jugé bon de faire un discours sur le sol africain. Oui. Il l'a fait à Paris. Vous voyez son niveau d'intelligence, n'est-ce pas?
intelligent. En tout cas, Emmanuel Macron s'est exprimé et l'ensemble de ses expressions, ou du moins l'ensemble de son discours nous a permis, via un ramassis que nous avons pu bien sûr contenir ici, de refaire et même de décrypter, de comprendre justement quelques déclarations plus en profondeur. Et c'était avec vous, Président Bondakani, ce fut un plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Je sais que je vous retrouverai très bientôt dans un autre numéro et ce sera toujours un plaisir. Un plaisir également de vous avoir servi tous, vous qui étiez à l'écoute via notre radio 96.3 FM, For You Radio, ceux-là qui nous regardaient via nos différentes plateformes For You Media, Africa, Facebook et YouTube, nous écoutiez et nous regardiez également via l'application For You Media téléchargeable sur Play Store. Merci à tous et retrouvez la suite de nos programmes et aussi l'information sur nos différents médias.